Bonjour, je m'appelle Philippe Maris, je suis le directeur général de Maris Consulting. Je mets en œuvre la théorie des contraintes en général associée au Lean depuis plus de 30 ans, plus de 200 fois, dans tout type d'industrie et partout dans le monde, que ce soit pour concevoir ou fabriquer des voitures, des trains, des avions, des fusées, des hamburgers, etc. Dans cette dernière vidéo, des 4 vidéos qui résument notre formation sur le management de projet par la chaîne critique, nous abordons l'amélioration continue. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu qu'après avoir planifié en chaîne critique et exécuté en chaîne critique, on devrait déjà avoir de notoires améliorations de performance. Grosso modo, on fait ces projets 2 fois plus vite, on peut en faire 2 fois plus par an et on les termine quasiment tous à l'heure. Bien, on pourrait s'en satisfaire. Le sujet ici, c'est qu'en fin de compte, on vient de créer les bases pour booster son amélioration continue et aller encore plus loin. Alors c'est plus tout à fait pareil puisque précédemment, c'était une transformation, un step change dans les performances, et ici il va s'agir de petit à petit traiter différentes causes, et donc c'est plutôt une démarche qui durera des années, voire des décennies. Comment fait-on ? On exécute les projets comme on l'a vu, et ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure des exécutions de projets, on note pas seulement ce que j'ai déjà évoqué pour des questions opérationnelles, la consommation de temps et les temps qui restent à faire, etc. Ces choses-là sont juste pour piloter le projet et s'assurer de terminer à l'heure. Mais ce qu'on fait en plus, et là il faut peut-être un système d'information complémentaire ou adapter le système de pointage d'information que nous avons, on essaye d'identifier la raison pour laquelle on a pris plus de temps que le temps focused, moyen, planifié. Donc à chaque fois qu'on prend plus de temps que le temps qu'on avait prévu dans le planning, on note pourquoi. Et petit à petit, on constitue des paretos à travers l'organisation ou les parties d'organisation pour comprendre quelles sont les causes des retards, quelles sont les causes de consommation des buffers dans les projets. Et donc, une fois qu'on a ça, on a un pareto intéressant des causes des problèmes. Et c'est très différent de ce que vous pourrez obtenir si vous essayez ça aujourd'hui avant la chaîne critique, parce que finalement, on a enlevé le principal bruit, qui étaient les incohérences managériales, les changements de priorité, etc., qui, eux, créaient les principales causes de retard, n'est-ce pas ? Donc une fois qu'on a enlevé ce bruit, on va pouvoir faire cette analyse et découvrir qu'est-ce que maintenant nous empêche d'en faire encore mieux. Et ce qui est très intéressant, très très intéressant, c'est que vous allez découvrir que ce n'est pas du tout ce que vous pensiez. D'accord ? Donc, je vais commenter quelques cas pour vous montrer le genre de surprise qu'on peut avoir. Et bien sûr, l'idée, c'est pas juste de identifier une cause, mais d'évoquer quelques éléments de réponse sur comment on peut les éliminer. Prenons un cas de notre vécu récent. Donc, après mise en œuvre de la chaîne critique, on fait un pareto et il identifie les différentes causes, n'est-ce pas ? Et on voit que dans celui-ci, la toute première barre, qui représente une grosse proportion des problèmes, ce sont des tâches non identifiées. D'accord ? C'est pourtant, ce cas-là est un industriel tout à fait mature, avec quasiment 100 ans d'expérience dans le développement de ses produits, puisque c'est un portefeuille de développement de produits. Il a des tâches non identifiées, et c'est la principale cause. Une tâche non identifiée, c'est-à-dire que quand on explique pourquoi on a pris du retard, on dit j'ai fait quelque chose qui n'était pas prévu dans le planning. Et pourtant, c'était à faire. Et typiquement, c'était le genre de choses, rédiger la documentation technique, rédiger la documentation qualité de ceci, faire cela, etc., etc. Bref, des choses que, normalement, on n'aurait pas dû oublier. Donc, comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de choses, et qu'on retrouve fréquemment? Si je prends cet exemple, c'est parce qu'on le rencontre très régulièrement. Le problème, c'est probablement qu'on a abandonné l'idée, on n'a jamais eu l'idée qu'il y a quand même une certaine répétitivité dans les projets que nous faisons. Et qu'il faut chercher un peu à industrialiser tout ça. Ça ne va jamais devenir aussi répétitif que la production, mais il y a quand même beaucoup plus de standardisation et de répétitivité à rechercher. Et la réponse ici, en tout cas celle que nous préconisons, c'est de construire un certain nombre de programmes standards
templates, des exemples de types de projets, et pas imaginer non plus que tous ces projets sont exactement les mêmes, mais probablement identifier un certain nombre de familles de projets que nous sommes en train d'exécuter. Donc si je prends le cas d'une équipe d'ingénierie qui développe des produits industriels, quand je dis famille, on va trouver le cas le plus noble et intéressant qui est je développe un nouveau produit quasiment tout nouveau où tout est à faire, à imaginer, on part presque d'une page blanche et ainsi de suite. On part d'une page blanche sur le concept du produit, mais on ne doit pas partir d'une page blanche sur les différentes tâches qu'il faudra réaliser à travers le proof of concept, le prototype, la pré-série, etc. Donc on construit un planning avec toutes les différentes tâches possibles et imaginables du produit. Et quand on développe un nouveau produit, on vérifie si telle ou telle tâche doit faire partie du projet ou pas. Et typiquement, si pour ce produit, il y a toute une nouvelle électronique à faire, il y a tout le pavé sur l'électronique de contrôle. S'il y a un pavé sur une nouvelle matière, il y a un pavé sur la nouvelle matière, etc. Voilà. Ça, c'est le cas le plus ample, le plus complet. Mais après, on a une autre famille de produits qui sont juste des évolutions de produits. Et la séquence des tâches et ainsi de suite n'est pas tout à fait pareil, mais on crée un template standard avec toutes celles-ci. On pourrait donc avoir une autre famille de projets qui sont les changements de matière. Nous avons un produit existant, mais on a décidé de changer la matière. Un autre exemple de projet de l'ingénierie de cette entreprise, c'était de déplacer la production d'une usine à l'autre. C'était fait à l'usine A, ça allait passer à l'usine B. Ils n'étaient pas les seuls, mais ils étaient des acteurs importants de ce transfert. Et ça, c'est un type de projet. Voilà. Donc on crée ces standards, pas un, mais plusieurs, pour représenter la pluralité des différents projets qu'on mène. Et on utilise ça comme base de départ à chaque fois. On ne part pas d'une page blanche. Et ainsi, on peut s'assurer qu'on ne va pas oublier des tâches. Première chose. Deuxième chose, quand on fait ça, bien sûr, c'est un peu tout le principe des standards, c'est qu'on a un standard qu'on va pouvoir améliorer petit à petit au fur et à mesure des retours d'expérience sur ces projets. Toujours sur ce même exemple, prenons la cause principale numéro 2, des livrables incomplets. Un véritable fléau dans les organisations qui va assez largement se dissiper déjà en mettant en œuvre la chaîne critique tout naturellement. Pourquoi ? Parce que très souvent les gens essayent de commencer avec des livrables incomplets, des informations incomplètes, parce que tout est en retard. Et donc on se dit, c'est vrai que j'ai pas encore la version finale de ceci ou cela, mais je vais commencer, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Donc ça va un peu s'atténuer parce que déjà on a mis de l'ordre dans le portefeuille. Mais après, on peut regarder des choses que peut-être certains de vous ont déjà dans votre système d'information. C'est de faire en sorte que le système de gestion de projet, non seulement il vous indique ce qu'il est à faire, mais il vous donne les informations qu'il vous faut pour le faire. Je m'explique. Certains des logiciels vous permettent à un acteur, en arrivant au bureau, d'allumer l'ordinateur. L'ordinateur va l'aider à lui dire quelles des différentes tâches sur quel projet il doit travailler, n'est-ce pas ? Voir les vidéos précédentes. Donc il va voir qu'il doit faire un travail sur le projet numéro 12. Il ouvre la tâche et tout de suite, associé à la description de la tâche, il y a tous les documents, les spécifications de ceci, la lettre de cela, etc. Donc il ne va pas perdre une seconde pour aller chercher l'information, elle lui est amenée. Et de surcroît, si le système le permet, on peut avoir un système de checklist, c'est-à-dire qu'on ne peut pas clore une tâche et déclarer un livrable, donc en fin de compte, les pièces attachées ne sont pas dans le système d'information. Voilà comment on peut essayer de s'assurer que quand quelqu'un commence une tâche, en fin de compte, il a toutes les informations dont il a besoin pour travailler et réduire fortement ce genre de problème. Alors bien sûr, il est difficile de résumer tous les différents types de projets du monde brièvement dans une vidéo comme celle-ci. Je vais prendre un deuxième cas, un peu différent, qui est ici. On voit que massivement, dans le cas de cette entreprise, il y avait un vrai problème de management des risques, puisque la première cause de consommation de buffer, de retard de projet, était des risques non provisionnés, et la deuxième, c'était des risques non identifiés. Donc non provisionnés, c'est-à-dire qu'on savait bien qu'on avait tel ou tel risque, mais il n'était pas provisionné. Je m'arrête là un instant sur quelque chose d'important dans ce domaine, parce que beaucoup d'entreprises font de la provision de risque, mais en général, ils ne font que de la provision de risque financière, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont un risque d'avoir ceci ou cela, et ça risque de leur coûter 75 000 €. Ok, bon.
mais ça va aussi leur coûter 12 jours pour rectifier le problème et le résoudre. D'accord ? Donc il faut provisionner les risques, non seulement financièrement, mais il faut les provisionner en jours. D'accord ? Donc le traitement, la résolution de ce problème était de s'assurer que ce qu'il faisait déjà assez bien, de provisionner les risques financiers, il complète ça par une provision de risques en jours dans les programmes. Le deuxième point, des risques non identifiés, c'est quelque chose qui peut arriver. Ils sont non identifiés mais identifiables, pour être plus précis. Et là, tout ce que je peux dire, c'est que la chaîne critique ne résout pas tous les problèmes et n'a pas toutes les solutions. Et en ce qui me concerne, moi je suis à l'aise à mettre en œuvre les préconisations qu'on trouve dans beaucoup de cursus de management de projet. Par exemple, ce que le Project Management Institute, le PMI, indique comme les bonnes pratiques de gestion des risques. Donc, pour ce deuxième point, mettre en œuvre donc tout le système de gestion des risques classique. Voilà pour deux exemples. Alors pour couvrir des cas un peu plus larges, je vais maintenant citer quelques autres expériences de notre vécu. Chez un autre de nos clients, leur projet, c'était d'installer leur logiciel chez leurs clients. Le logiciel, c'était du CRM dans les systèmes bancaires. Et donc, ils ont mis en œuvre la chaîne critique pour permettre des installations plus rapides de leur logiciel, puisqu'ils avaient une très forte demande, ça permettait en fin de compte de fortement accroître leur chiffre d'affaires, etc. Donc, c'était fondamental de faire vite et bien. Lors de l'implémentation, une fois que le système fonctionnait, ils ont regardé le Pareto des consommations de tampons, et très clairement, et de loin, la première cause des consommations, c'était leur client. Car ces systèmes devaient être interfacés lourdement avec tous les différents systèmes d'information de leur banque client. Et les hétérogénéités des bases de données entre les banques en Europe et celles en Asie, etc., les pollutions dans les données et ainsi de suite, faisaient que l'interfaçage avec les systèmes d'information était un gros problème. Et ils ont donc développé et renforcé tout le système qui permettait d'aider le client à construire en fin de compte l'interface avec leur outil. Donc parfois, on va se retrouver avec la cause principale étant son cher client. Un autre aspect des choses qu'il est important d'évoquer ici, c'est où est la chaîne critique. Jusqu'ici, vous avez vu qu'on calcule où est la chaîne critique. Elle se déduit. Enfin, on regarde et puis voilà, elle est là. Mais, et c'est effectivement un des a priori forts de Maris Consulting, appliquer que ce soit en production ou en projet. La théorie des contraintes, si on veut vraiment l'appliquer de manière mature, ce n'est pas une question d'identifier la contrainte. Il faut ultimement essayer de la choisir, la moins mauvaise contrainte de son système, n'est-ce pas ? Et donc comment fait-on dans le monde des projets et dans le monde de la chaîne critique ? Eh bien, pour comprendre pourquoi c'est nécessaire, prenons quelques exemples. On peut avoir une chaîne critique qui est vraiment au mauvais endroit. Et ce qui arrive très souvent en ce moment dans le monde de développement des produits, c'est qu'ils souffrent de l'aspect IT, informatique, électronique de l'évolution des produits, puisque bien sûr, comme vous le savez, on a maintenant de l'IT dans sa brosse à dents, dans sa voiture, etc. Qu'est-ce qui peut se passer ? On le voit trop souvent. Vous allez développer quelque chose, une brosse à dents, et il va y avoir plein d'électronique, de logiciels dedans. Okay ? Malheureusement pour vous, vous essayez de développer des produits de demain avec les compétences d'hier. Donc vous n'avez pas assez de développeurs software, vous n'avez pas assez de ceci et de cela, d'électroniciens, et ainsi de suite. Donc vous vous trouvez condamné à sous-traiter à l'extérieur le développement de cette partie-là. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises se retrouvent avec la situation suivante. Le développement de la brosse à dents, qui est leur métier, ils le font bien, ils le font en interne, ils le font assez rapidement. Mais la chaîne critique passe à l'extérieur, c'est-à-dire que ça va prendre plus de temps à faire la partie électronique que leur développement mécanique en interne. Et donc on va se retrouver avec la situation suivante, que la chaîne critique, elle passe essentiellement par l'extérieur et par des sous-traitants sur lesquels on n'a pas le contrôle. Ceci est quand même assez inadmissible, puisque ça veut dire qu'on ne contrôle pas le débit de développement de ces nouveaux produits, n'est-ce pas ?
Donc il faut absolument essayer d'éviter cela. Donc voilà un exemple de mauvaise chaîne critique, où il faudra investir sur les capacités diverses et variées pour pouvoir faire ceci en interne. Prenons un cas concret tout récent, que j'ai évoqué sous d'autres formes. Un des 3 plus gros producteurs de compteurs d'eau du monde, qui a mis en place la chaîne critique, qui a fait son analyse de consommation de tampons et qui a regardé à quoi ressemblait sa chaîne critique. Et il a vu que la chaîne critique était pour 37% de sa durée à l'extérieur, chez un mouliste, un fabricant de moules. Pourquoi ? Parce que le boîtier dans lequel on met le compteur était une pièce qui allait être faite par injection plastique, pour rester simple. Et donc il nécessitait le développement de moules pour chaque nouveau compteur. Il n'avait pas cette compétence en interne, donc il sous-traitait la fabrication des moules à l'extérieur. Les délais qu'ils avaient étaient ceux du marché de l'époque, avec pas plus de 4 semaines entre l'envoi des plans et l'arrivée d'un moule. Et il fallait faire ça plusieurs fois dans le développement d'un produit, donc ça arrivait à 37% du tout. Ils ont dit on peut pas faire ça, on va pas rester comme ça. Et donc en 1 année, 2 années de temps, ils ont mis en place une démarche pour traiter le problème. Ils ont regardé les différents acteurs du marché des moulistes. Ils ont décidé de créer un partenariat sur le très long terme avec l'un d'entre eux. Et ils ont donné ou prêté une de leurs machines de production à ce mouliste pour que, par exemple, il puisse usiner le moule et le tester sans faire des allers-retours avec son client. Et bref, ceci et plein d'autres choses de gestion des réservations de capacité et autres ont permis de réduire grosso modo les cycles qui étaient de 4 semaines à moins d'1 semaine. Et ainsi, ils ont non seulement raccourci la longueur globale de la chaîne critique, mais surtout ils l'ont mis sous contrôle. Il n'y avait plus de variabilité puisqu'il s'était fait par un partenariat entre eux et les moulistes, et il n'y avait plus de retard créé par le retard dans l'arrivée d'un moule. Donc ultimement, vous ne devez pas calculer où est votre chaîne critique, vous devez essayer de la choisir, n'est-ce pas ? Je me permets de souligner que je vous recommande de faire ceci après. La première chose à faire, c'est de piloter la chaîne critique là où elle est, et plus tard, petit à petit, car ça risque de vous prendre plusieurs années, modifier les choses, les structures, les compétences, les capacités, les partenariats, etc., pour mettre la chaîne critique là où vous la voulez, pour que vous puissiez aller très vite et avoir un processus de management de projet entièrement sous votre contrôle, ou autant sous contrôle que possible. Nous avons mis en œuvre la chaîne critique pour l'entretien d'avions, le MRO, Maintenance, Repair and Overhaul des avions, avec donc des interventions plus ou moins lourdes. Et après avoir obtenu d'énormes gains avec l'utilisation de la chaîne critique, ils ont fait ces analyses de tampons et ils ont découvert que les principales causes étaient des problèmes d'approvisionnement de pièces détachées pour remplacer ceci, remplacer cela, soit. Et en creusant, faisant un 5 pourquoi sur les différents types, ils ont trouvé en fin de compte 2 différentes sources de problèmes. L'une d'entre elles, c'était tout simplement des lourdeurs dans le traitement de l'information, des inventaires, etc., dans leur organisation. Donc ça prenait trop de temps pour envoyer une pièce depuis l'Angleterre en France, et il fallait qu'ils accélèrent le processus, ce qu'ils ont fait. Et l'autre, c'était d'analyser plus finement les consommations de différentes pièces de rechange pour constituer des stocks de rechange, justement, qui permettaient rapidement de remplacer une pièce qui le nécessitait. Voilà donc comment, sous chaîne critique, on poursuit les améliorations continues de manière focalisée, n'est-ce pas ? Et pour ceux qui connaissent le management de production selon la théorie des contraintes, on fait exactement la même chose, n'est-ce pas ? Et c'est assez astucieux quand on réfléchit, parce qu'en fin de compte, les retards dont je parle, les consommations buffer dont je parle, n'ont pas péjoré le respect des délais, n'est-ce pas ? On a consommé de la protection, les projets ont terminé à l'heure, mais on regarde comment on pourrait faire mieux. Et donc la dynamique d'amélioration, en fait, c'est de se débarrasser de ces différents problèmes. Une fois qu'on s'est débarrassé des problèmes dont je viens de citer quelques exemples, on peut se permettre de réduire, il y a donc moins de variabilité, et on peut se permettre de réduire la taille du tampon projet, n'est-ce pas ? Donc on continue comme ça, et on continue à s'améliorer. C'est pour ça que la logique step change, quand j'implémente la chaîne critique, devrait être complétée par une amélioration continue, où petit à petit, on continue à aller plus vite, à faire mieux, à être plus efficace, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est un aspect important de la chaîne critique à comprendre. Mais il y en a un autre qui n'est plus de la chaîne critique, mais qui est de l'ouverture vers d'autres idées dont j'aimerais parler. La chaîne critique fait des choses extraordinaires dans le pilotage, l'ordonnancement, le contrôle, le management des projets. Ok, j'espère qu'arrivé à ce stade, vous en êtes convaincus. Mais il ne fait pas tout. Et en particulier, il ne garantit pas que ce soit un bon projet. On peut utiliser la chaîne critique pour très vite développer à l'heure, dans des bonnes conditions de prix, un très mauvais produit. Bref, c'est un système de contrôle de projet, mais il ne contrôle absolument pas la qualité de la chose réalisée par le projet. Donc, comment faire pour compléter la chaîne critique avec autre chose? Vous pouvez regarder plein d'idées à ce sujet, et moi-même je m'intéresse à de nombreux points de vue sur comment aborder le choix des projets et comment s'assurer qu'on a des produits qui pas seulement correspondent aux besoins des marchés, sont faciles à fabriquer, etc. Ici, je vais juste me concentrer sur peut-être ma principale passion dans ce domaine, qui est le lean engineering appliqué au développement des produits. Car j'avoue que je suis déçu et surpris que quand on regarde ce qui est censé être le lean dans son ensemble, tel que c'est décrit par exemple dans La machine qui va changer le monde, qui a inventé le mot lean, n'est-ce pas? Il y a un chapitre sur le lean manufacturing, soit on l'a lu, partiellement mis en œuvre. Mais le chapitre juste avant, c'est comment on conçoit les voitures. Et il est tout à fait aussi étonnant. Et je vous encourage donc, une fois que vous avez mis opérationnellement sous contrôle votre opération, de regarder ce genre d'idées pour essayer d'aller plus loin. Et c'est très très astucieux comme combinaison, parce que en fait, le lean engineering nécessite de travailler dans des bonnes conditions de travail, avec une grande sérénité, et être capable d'investir du temps à différents moments, qui ne sont pas pour une production directe d'un véhicule ou je ne sais quoi, mais qui sont pour accroître les capacités et construire sur le moyen long terme. Donc, faire des bonnes réunions de retour d'expérience à la fin d'un projet, une semaine entière, etc., c'est possible du moment que les équipes ne sont pas écartelées à aller partir sur un autre projet qui est en retard, et ainsi de suite. Donc voilà, être capable d'accroître les capacités des différents collaborateurs et faire du knowledge management capitalisé sur les connaissances au fur et à mesure de son projet, pareil, on le fera seulement si on a le temps. Et la chaîne critique, une fois que vous avez fait les différentes étapes précédentes, vous allez enfin trouver le temps. Vous n'aurez pas à courir d'un projet en retard à un autre. Vous allez pouvoir dégager les 10, les 20, les 30% de temps à faire du non-projet, du hors-projet, comme vous devriez le faire. Et d'ailleurs, si vous regardez de près ce que font les entreprises qui font du bon lean engineering, c'est impressionnant le temps que les différentes personnes passent sur autre chose que des projets. Il y a certaines entreprises les plus évoluées dans le monde du lean engineering où leurs collaborateurs qui auraient pu passer tout leur temps à fabriquer des produits, à concevoir des produits, en fin de compte, passent seulement la moitié de leur temps sur des projets. Le reste du temps, ils sont là à se former, à faire de la veille technologique, de la veille concurrentielle, former, formaliser le savoir-faire, etc. D'accord ? Et voilà, c'est pas le lieu ici de vous décrire plus encore le lean engineering. Vous pouvez voir d'autres vidéos à ce sujet, mais voilà pour moi vers où on va après. La chaîne critique normalement crée un environnement très sain pour faire des belles choses. Et il faut profiter de cette disponibilité qui est créée pour créer de la valeur, par exemple, de cette manière. Et si j'ai mentionné le lean engineering, j'aurais pu mentionner le design for Six Sigma ou d'autres approches encore. Le message que je voulais transmettre, c'est qu'effectivement, la chaîne critique fait des choses remarquables, mais elle ne traite pas tout. Et il faut absolument la compléter par d'autres idées. Et c'est peut-être le point de départ, par contre, la chaîne critique, parce que ça permet de créer un environnement dans lequel vous aurez le temps et la disponibilité de faire autre chose. Mais il ne faut absolument pas s'arrêter à juste avoir mis en œuvre la chaîne critique, il faut aller plus loin pour faire en sorte que non seulement vos produits aillent très vite, vous en fassiez plein et qui terminent tous à l'heure, mais que ce soit des beaux projets qui font gagner de l'argent, qui vous font progresser, et ainsi de suite. Donc voilà. Quand je parle de combinaison de la chaîne critique avec d'autres idées, il me faut bien sûr évoquer les approches agiles
qui sont très utilisés, bien sûr dans l'informatique, mais aussi maintenant de plus en plus dans d'autres domaines. Je ne vais pas décrire ici le détail du comment, mais il n'y a aucune incompatibilité vraiment entre les méthodes agiles et l'approche synthétique. Vous pouvez parfaitement utiliser les deux simultanément, côte à côte, de manière complémentaire, pour gérer des projets. Et d'ailleurs, plusieurs de nos clients le font. D'accord ? Donc, je ne vais pas ici décrire le comment dans le time fencing ou les spec fencing, etc., qu'on trouve dans le agile, mais grosso modo, l'agile apportera tout ce qu'il doit apporter de performance, et la chaîne critique le complétera avec la possibilité de modéliser plus le moyen à long terme et de donner une visibilité, des meilleurs calculs de charges, de gestion de portefeuille, etc., et laisser à l'agile sa partie de performance sur la production, de retour rapide depuis le client, et ainsi de suite. Donc, dans ces combinaisons possibles, l'une d'entre elles qui est très utilisée d'ailleurs, en tout cas dans les domaines informatiques, c'est la combinaison agile et chaîne critique. Voilà donc nos préconisations sur comment rendre aussi puissant que possible votre amélioration continue et comment combiner avec d'autres approches de type Lean Engineering, Design Process Sigma, Agile et d'autres. C'était la 4e et dernière vidéo de notre série sur la chaîne critique.